Bonjour tout le monde. On va laisser tranquillement les gens rentrer dans le webinaire. Merci à tous d'être présents en ce beau vendredi midi. Donc, aujourd'hui, on va assister au webinaire sur l'accès priorisé aux services spécialisés, donc l'APSS ou le CRDS. Donc, on va avoir une table ronde sur les résultats en première ligne d'une évaluation de l'implantation. Donc, aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue aussi, Maxime Sasseville. Donc, on va pouvoir présenter les panélistes et les présentateurs. Donc, on en a beaucoup aujourd'hui. On a d'abord Richard Fleet, qui est médecin clinicien, enseignant agrégé au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur régulier à Vital, donc le Centre de recherche en santé durable. On a aussi Jean-François Clément, qui est médecin de famille au CIS de la Montérégie-Est, professeur adjoint au département de médecine familiale de l'Université de Sherbrooke et professeur au programme de compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice. Nous avons Karine Sauvé, qui est directrice de l'accès aux services médicaux de première ligne pour la Montérégie et est partie prenante du comité mandaté par le MSSS pour la fluidification des trajectoires en santé musculo-squelettique. Nous avons aussi Joachim Allaire, qui termine actuellement sa résidence en médecine de famille au GMFU Richelieu-Yamaska, où il entamera une carrière comme médecin superviseur. Et finalement, notre dernière présentatrice, nous avons Marie Beauséjour, qui est professeure adjointe au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et chercheure boursière junior 1 du FRQS. Donc, je prends la parole quelques instants seulement pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne. Donc, il va y avoir une période d'environ 40 à 45 minutes de présentation tout au long de la présentation. Vous pouvez lever la main, excusez-moi, levez pas la main. Vous pouvez par écrit nous soumettre vos questions à l'onglet de questions qui est présent dans le panneau de configuration. N'hésitez pas, nous on fait un rapatriement de vos questions par écrit, puis on va les poser à la fin à notre panel d'intervenants aujourd'hui. Lorsque la présentation est terminée et qu'on tombe à la période de questions, vous avez le choix de lever la main. Donc, si vous n'êtes pas trop gêné, pour poser vos questions directement à notre panel d'intervenants. Sans plus attendre, je passe la parole au présentateur aujourd'hui. Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter cette table ronde aujourd'hui sur les résultats en première ligne d'une évaluation de l'implantation du programme d'accès priorisé aux services spécialisés, la PSS-CRDS. Ce projet a été réalisé en collaboration avec de nombreuses personnes, donc à l'Université de Sherbrooke, les professeurs Mylène Breton et Christine Loignon, de même que Jessica Spagnolo et Martin Sasseville. À l'Université Laval, professeur Marie-Claude Tremblay, à l'Université de Montréal, professeur Debbie Fedman et les docteurs Véronique Godbout, Jean-Marc Mactiong, Marilyn No et Camille Lebel, et ainsi qu'au CIS de la Montérégie Centre, Jean Lacroix et Chloé Rodrigue. Alors, les temps d'attente pour voir un spécialiste au Canada sont parmi les plus longs de l'OCDE et n'ont cessé d'augmenter au cours des 30 dernières années au Québec. Pour répondre à ces difficultés, le gouvernement du Québec a développé le programme d'accès priorisé aux services spécialisés pour aller au-delà de la traditionnelle feuille jaune remise aux patients. Vous êtes sans doute des utilisateurs de la PSS-CRDS ou vous avez peut-être déjà entendu parler de ses promesses et de ses bons coups, mais aussi de certaines difficultés rencontrées. Alors, dans ce webinaire, nous allons approfondir ensemble notre compréhension du programme APSS-CRDS comme mécanisme de gestion de l'attente et réfléchir collectivement aux impacts sur la pratique de première ligne de ce programme. Alors d'abord, en 2016, le ministère a mis en place des systèmes régionaux à guichet unique nommés Centres de répartition des demandes de services, les CRDS. Et avec ces mécanismes d'harmonisation des demandes de services, ils constituent le programme d'accès priorisé aux soins spécialisés, la PSS. Son objectif, c'est de faciliter l'accès en spécialité pour une première consultation orientée par un médecin de famille. Et l'allocation des services se fait selon 3 principes. D'abord, la condition clinique du patient,
son lieu de résidence. Et enfin, il est possible de référer également vers un spécialiste en particulier par une référence nominative. La PSS-CRDS fonctionne comme une liste d'attente centralisée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord consolidation de la demande de services dans les CRDS régionaux qui vont valider ces demandes et procéder ensuite à l'allocation de services ou à l'octroi d'un rendez-vous en spécialité. La PSS-CRDS s'inspire également de d'autres stratégies de gestion de l'attente, comme notamment le recours au formulaire harmonisé pour l'inscription, qui présente donc des raisons de consultation préétablies proposées par spécialité. Et ces formulaires servent également à la priorisation clinique des demandes, selon qu'elles soient classées urgentes ou priorité B, C, D, E, qui sont prédéfinis ces niveaux de priorité selon la raison de consultation. Ils sont accompagnés aussi de cibles pour la durée de l'attente, 10 jours, 28 jours, 3 mois, 1 année. Voici un exemple d'un formulaire de référence électronique pour l'orthopédie, lequel présente les raisons de consultation. On voit la première en haut, la rupture complète de la coiffe des rotateurs aigus. Elle est accompagnée également des prérequis spécifiques pour cette raison de consultation, donc une IRM ou une échographie doit être faite au préalable. Et cette raison de consultation est donc envoyée avec une priorité C pour être vue à l'intérieur de 28 jours. Les formulaires de référence incluent également une possibilité de présenter une raison de consultation autre qui doit être justifiée et accompagnée d'une suggestion de priorité demandée. Il en est de même pour tout changement de priorité d'ailleurs demandé par le référent, laquelle va être révisée par un médecin répondant dans la spécialité. Alors, une fois reçues au CRDS, les demandes de services sont validées pour la conformité administrative et la conformité clinique si nécessaire. Et la demande est alors traitée, c'est-à-dire un rendez-vous va être octroyé avec le premier spécialiste disponible pour offrir le service demandé dans la région. Alors, notre projet, financé dans le cadre de l'appel à projet d'innovation 2018-2019 du Réseau Run Québec, vise comme premier objectif d'explorer la variabilité des modèles régionaux de la PSS-CRDS et les facteurs contextuels qui ont pu influencer son implantation dans la région. Pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés avec des gestionnaires de la santé dans 3 régions du Québec. En fait, ils nous ont partagé les intrants et stratégies, les processus et activités, de même que les impacts attendus du programme dans leur région. Nous avons comparé les modèles logiques construits à partir de cette information et ils ont été validés lors d'un atelier de partage avec des représentants des 3 régions. Comme second objectif, nous avons évalué comment la conception et la mise en œuvre de la PSS-CRDS ont influencé son utilisation par les médecins de famille. Et pour ça, nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés avec des médecins de famille dans 4 régions du Québec. Et nous avons pris appui sur la théorie de moyenne portée sur les mécanismes des listes d'attente centralisées de Breton et collaborateurs, et explorer comment le design et l'implantation du programme soient liés à l'inscription, à la priorisation des demandes et à l'allocation des services, influencent l'utilisation qu'en font les médecins de famille. Alors, avec ce préambule, j'aimerais vous amener donc à cette table ronde pour laquelle nous avons en fait sélectionné 3 thèmes parmi nos résultats que nous souhaitons discuter avec les acteurs du milieu. Donc, la table ronde va porter sur les 3 thèmes suivants: la PSS-CRDS, son implantation et les objectifs visés, son utilisation comme outil de monitoring et d'amélioration continue, et enfin, sa complémentarité avec d'autres initiatives favorisant l'accès aux soins. La table ronde va se dérouler en 3 étapes. On fera d'abord un bref rappel de littérature pertinente sur ces points, un sommaire de quelques résultats de notre projet et on ouvrira la discussion avec Karine, Richard et Jean-François. Alors, pour ce premier thème de l'implantation de la PSS-CRDS et ses objectifs visés, à toi, Joachim. Merci, merci. Alors, je me ferai, moi étant le junior ici, là, je me ferai vraiment juste un aide à nos panélistes là, tout à l'heure pour les discussions, la gestion du temps, etc.
Je vais toujours présenter une petite diapositive à la base. Alors, celle que je voulais vous présenter aujourd'hui, non, je n'avais pas des visées d'évangélisation. Mes collègues ont entendu cette joke-là avec mon Saint Graal. Alors, notre première thématique, là, comme la PSS et RDS, comme mécanisme d'accès aux soins, je le voyais un peu comme le Saint Graal. C'est-à-dire, on se retrouve toujours dans des situations où est-ce que la demande, en fait, dépasse vraiment l'offre. Puis c'est généralement ça qui est le générateur d'une volonté d'avoir des systèmes d'optimisation finalement ou des systèmes centralisés de rendez-vous. Alors, on remarque que la demande dans notre coupe est très importante, illustrée en rouge ici, alors que l'offre est plus restreinte. Puis la PSS-CRDS, il vient dans le fond s'inscrire comme un mécanisme d'arrimage entre les deux. Certains diront, mais ouais, mais pourquoi on se casse la tête en faisant ça alors qu'on pourrait tout simplement augmenter l'offre, puis ça réglerait le problème. Tout le monde aurait accès à des soins spécialisés. La littérature n'est pas si claire que ça par rapport à ça. En fait, il y a des études qui montrent que même si on augmente l'offre de services, on ne réussira pas nécessairement à atteindre nos objectifs. Alors, on essaie dans un contexte de rationalisation des dépenses d'optimiser l'offre. Puis le tout doit se faire, bien entendu, dans un contexte de priorisation. Cette priorisation-là tient en compte un principe d'équité qui est important, équité verticale. Par exemple, tout à l'heure, vous l'avez nommé, Dr. Beauséjour, les patients de forte priorité, donc A, B, C, idéalement devraient être vus de façon prioritaire. Puis un principe donc d'équité horizontale, c'est-à-dire deux patients qui ont une condition similaire devraient avoir un accès similaire également aux soins spécialisés. À la base de tout ça, pour avoir un Saint Graal solide, bien, ça nous prend une forte adhésion de nos médecins spécialistes ou des dispensateurs de soins. C'est eux qui vont en fait être un des facteurs là, très importants dans le succès d'une liste d'attente centralisée. Alors, on va voir, Dr. Beauséjour va reprendre la parole pour nous faire part un peu des résultats des observations en ce sens-là. Merci, Joachim. Donc oui, quelques résultats à partager avec vous de notre projet sur ce thème. D'abord, vous dire que tous les milieux ont nommé les objectifs d'accès amélioré aux soins spécialisés, de même que d'équité d'accès par la priorisation clinique comme des effets attendus de la PSS-CRDS. Justement, le partage de ces objectifs a sans doute favorisé l'adhésion des médecins dans ce programme. Alors, on a constaté une adhésion significative de la part des médecins spécialistes. Peut-être faut-il rappeler un facteur contextuel associé peut-être à cette adhésion significative. Le programme APSS-CRDS a été implanté dans le contexte de la loi 20, alors que les cibles d'accès aux soins spécialisés sont mesurées. De même, on a noté un facteur organisationnel important, le leadership régional, qui a pu influencer l'adhésion. Alors, dans les mots des gestionnaires, en fait, on nous disait on est allé chercher l'offre, on a vendu le CRDS, on est allé chercher l'offre. Maintenant, au niveau de l'adhésion des médecins de famille, alors cette adhésion a été plutôt rapide puisque assez rapidement, donc les spécialistes ont refusé certaines demandes directes acheminées directement. Donc, les médecins de famille ont dû adapter leur pratique pour adopter ce nouvel outil et adhérer rapidement là, à la PSS-CRDS, si bien qu'ils en perçoivent une forme d'obligation d'adhérer pour pouvoir référer leurs patients en spécialité. Ils déplorent cependant un certain manque de consultation dans les phases de planification et auraient souhaité être davantage impliqués dans la détermination du projet. Les milieux sondés apprécient la flexibilité accordée par le ministère pour l'adaptation du modèle national de la PSS-CRDS au contexte régional, c'est-à-dire le choix des ressources humaines, des outils informatiques et l'intégration dans les infrastructures organisationnelles régionales. Toutefois, certains mentionnent un manque de soutien pour l'implantation. Donc, à la lumière de ces éléments, la première question que j'aimerais soumettre à nos chers panélistes, quelle appréciation faites-vous de la stratégie d'implantation de la PSS-CRDS et des changements dans l'accès aux soins spécialisés? Alors, la parole est à vous. Alors, chers panélistes, on a 6-8 minutes pour discuter de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, là, qui veut nous donner son opinion là-dessus?
Dr. Fleet. Richard Fleet. Donc, d'abord, merci beaucoup à Réseau 1 de nous inviter et merci Marie Beauséjour et ton équipe pour tout ce que tu fais comme travail. Moi, je veux juste vous dire d'abord, ça c'est une innovation. C'est quand même une innovation importante. Bon, c'est pas super high-tech puis tout ça, mais c'est quand même une grosse innovation dans le système de santé d'amener une informatisation à ce niveau-là des demandes de consultation versus des morceaux de papier que tu transmets d'une personne à l'autre. Fait qu'il faut apprécier ça pour ça. C'est déjà un essai d'avancer dans quelque chose à l'air un peu plus moderne, si on veut. Je dois juste dire une chose, c'est que moi, je ne suis pas un utilisateur de ça parce que je ne sais pas si vous saviez, je suis d'abord médecin d'urgence et à l'urgence, on utilise toujours un peu la bonne vieille méthode. Donc, nos requêtes sont faxées ou on appelle directement les spécialistes. Il y a à peu près 3-4 millions de visites dans nos urgences au Québec, en fait. Et donc, tous les patients qui passent par l'urgence, on peut appeler directement le spécialiste et ils passent directement en référence. Donc, c'est un système un peu différent et vous allez voir tantôt plusieurs trucs parallèles. Donc, je ne connais pas, je ne suis pas un utilisateur de ce service-là, fait que je n'ai pas vu moi-même. Dr. Clément l'a vu, Dr. Joachim aussi a vu comment ça fonctionne sur le terrain. Mais je m'intéresse beaucoup à l'implantation de l'innovation dans le domaine de la santé. Je viens de finir une maîtrise hier, en fait, à l'Université de McGill, International Masters of Health Leadership, qui est écrit par Henry Mintzberg. Ce programme-là, si j'ai appris une chose, c'est vraiment de questionner comment on implante les innovations, mais surtout de réaliser que c'est extrêmement complexe d'implanter des innovations. Alors, on a appris dans ce programme-là, entre autres, qu'il y a plusieurs phases pour qu'une innovation s'implante avec succès. Il y a plusieurs stratégies. Une stratégie qui est souvent utilisée, c'est le design thinking, qu'on utilise en architecture, en design. La première étape, c'est vraiment de bien comprendre les besoins. Pourquoi on a besoin d'un système de référence comme ça? D'aller questionner les utilisateurs, d'aller questionner des patients, par exemple, des spécialistes, etc. Donc, bien comprendre le besoin. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est que plusieurs étapes au design thinking, mais on va vraiment brainstormer les différentes possibilités de faire ça. Et après ça, on va établir des petits prototypes, des prototypes très faciles et très petits. Le principe est fail, d'essayer des choses, il faut essayer des choses pour attendre que ça soit parfait. C'est très compliqué de faire ça. Souvent, on essaie d'être très, très parfait dans le système de santé, mais fail fast. Donc, essayer plusieurs choses, mais de l'échouer à petite échelle. La question que j'ai pour les panélistes ici aujourd'hui, et vous autres et tout le monde, c'est est-ce que ce système-là a été monté dans cet esprit-là? Et ce qu'on fait, c'est qu'on revient toujours. Donc, on teste, on prototype teste tout petit, puis après ça, on upscale. Là, je ne sais pas si ça a été comme ça, mais je ne crois pas, en fait, à partir de ce qu'on a fait là. Alors, est-ce que ça peut marcher quand même? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un grand prototype présentement? Mais, fait que je soulève ça parce que souvent dans le système de santé, on arrive un peu avec des années de travail à un système des fois qui est plus compliqué. Donc, je veux juste soulever cette question-là. Je sais pas. J'étais à la table du DRMG à ce moment-là avec le contexte politique, le contexte où Gaétan Barrette voulait, dans le contexte de la loi 20, nous imposer son système. Puis il y avait un mandat politique en arrière de ça. Karine, elle a parlé qu'il y avait un modèle italien qui avait été implanté, puis qu'il y avait des projets pilotes qui avaient été faits. Mais nous autres, oui, un petit projet pilote qui avait été fait avec Montréal, mais rien de prouvé pour répondre à la question à Richard. Ça a été un peu garoché. Puis je me rappelle, on avait eu toute cette information-là, ce nouveau changement de système-là, mais sur le terrain, de notre côté, en tout cas, moi et mes collègues, c'était comme un peu, OK, on change complètement les façons de faire. Puis, je ne veux pas rien dire contre ça. Je veux dire, je pense que la base, elle était essentielle parce qu'il y avait quelque chose de dysfonctionnel dans les références à certains spécialistes ou dans certaines spécialités. On veut parler en dermato, par exemple, nous autres, où c'était problématique. Tout d'un coup, on se rend compte avec un système qui nous facilite la tâche, autant du côté médical ou autant du côté patient. Mais de l'autre côté, c'est que le monde a des habitudes, les communications n'étaient pas là, puis pendant ce temps-là, le monde faisait des références à l'ancienne, pendant que tout le monde faisait des références à la nouvelle façon de faire. Pendant ce temps-là, il y avait des patients qui se faisaient refuser, fait qu'il y a eu beaucoup de patients qui ont été un peu pris dans cette implantation de processus-là ou qui se sont fait barouetter d'un bord puis de l'autre et des délais d'attente. Juste rapidement là-dessus, en plus, ils nous ont implanté au niveau de médecine familiale, c'est-à-dire que les médecins de famille, 100% de collaboration, donc 100% de participation.
mais il n'était pas obligatoire au niveau des spécialistes. Fait qu'on ne savait même pas, nous autres, qui participait ou non à ce nouveau APSS-CRDS-là en tant que spécialiste. Eux autres, ils avaient le choix, mais c'était comme un marqueur de rentabilité ou de performance qu'ils étaient supposés faire, mais ils n'étaient pas obligés de participer. Fait que, en 2 minutes, c'est à peu près ça que j'avais à dire là-dessus. Oui, c'est un bon résumé. Merci beaucoup. Je pense que ça fait un peu le tour. Puis peut-être qu'on pourra profiter de la plénière tantôt pour récupérer justement Karine dans ces choses-là. Donc, on penserait, si c'est bien correct avec vous, Dr. Beauséjour, au deuxième thème. Alors, panélistes, chers panélistes, on va apprécier vous entendre en fait dans quelques instants là, sur la PSS-CRDS comme un outil de suivi puis d'amélioration continue. Mais avant, juste dans le fond, de faire un petit préambule sur ça, évidemment, tout le monde va se dire c'est relativement, ça fait du sens, là, ça va de soi de dire, ben oui, si tu implantes quelque chose, tu vas l'évaluer pour essayer de l'améliorer. Puis je pense qu'il faut le voir dans le contexte du but plan faire check. Je ne sais pas si des gens parmi vous connaissent ça, quand on établit un projet, hein, on se définit un but, on fait un plan, on le met en action. Mais souvent, la dernière partie, c'est celle qu'on oublie toute, puis c'est la partie du check. Justement, est-ce qu'on peut réviser notre façon de faire pour l'optimiser? Puisque la littérature nous dit, il n'y en a pas énormément, mais bien entendu, ce que ça nous dit à date, ben, c'est que d'utiliser les données puis de s'adapter à ces données-là, ça améliore, dans le fond, la qualité des outils d'évaluation de nos patients. Puis ça aide à s'assurer que le système va bien répondre aux besoins organisationnels. Hein, donc, d'améliorer aussi l'interface entre les médecins de famille, les soins primaires puis les soins spécialisés. Puis intuitivement, ça nous apparaît comme étant bien logique pour la pérennité à long terme d'une organisation ou d'un processus. Alors sur ce, je vous invite, dans le fond, Dr. Beauséjour, peut-être à parler de vos résultats puis lancer la discussion par la suite. Certainement, merci. Alors, dans nos résultats, en fait, d'entrevue, on a noté d'abord que ce monitoring obligatoire pour la reddition de comptes au ministère était bien compris et les modalités en étaient bien connues, ce qui fait que les établissements et les CRDS là, y ont contribué fortement. Cependant, les moyens techniques et les moyens organisationnels déployés n'assuraient pas la pleine validité des données, ce qui a posé nombreuses questions. Toutefois, la possibilité de pouvoir centraliser des données de chaque région concernant l'attente, c'était effectivement une première façon de pouvoir quantifier la demande de services dans chacune des régions et pour chaque spécialité. Ça a permis dans les tout débuts, comme l'expliquaient Jean-François et Karine, notamment de faire une mise à jour des listes d'attente existantes, d'aller identifier les demandes redondantes ou multiples. Concernant cette utilisation maintenant de l'information disponible, en fait, il y a peu de données qui sont utilisées dans une perspective d'amélioration continue des outils ou des modalités du programme ou pour améliorer l'offre de services actuellement. De plus, les médecins de famille ont rarement accès à l'information concernant l'état de la demande, ce qui complique certainement la prise de décision. Alors, dans ce sens, dites-moi, chers panélistes, de quelle façon pensez-vous que les données de la PSS-CRDS en termes de suivi de rendez-vous octroyés et de niveau de la demande par spécialité, par niveau de priorité, etc., peut-elle être utilisée dans une perspective d'amélioration continue du programme? Et le cas échéant, quelles barrières à l'utilisation des données devraient être surmontées? En fait, Marie, si tu me permets, je vais juste faire du pouce sur ce que j'avais commencé avec l'autre point pour ce point-là. C'est que, en fait, tu sais, grosso modo, quand ça a été implanté, ce système-là, ben, tu sais, on disait aux patients, ben, inquiétez-vous pas, vous allez être vu en dedans de 3 mois versus 12 mois. Mais on n'était pas capable de donner, on lançait ça dans l'air, puis on n'était pas capable de donner une certaine liste d'attente ou un temps d'attente. On ne savait même pas non plus quand que le patient avait son rendez-vous de données. Fait que non seulement ça, le patient, dans le fond, il revenait nous voir en tant que médecin de première ligne. Il disait, mais là, qu'est-ce qui arrive avec mon genou? Quand est-ce que je vais être vu par l'orthopédiste? Puis on n'avait pas possibilité de savoir combien de temps d'attente. Oui, on pouvait appeler au CRDS, mais on n'appellera pas au CRDS pour déranger le monde pour savoir, OK, mon patient, l'as-tu bien reçu? Quand est-ce qu'il va être vu?
Fait que ça, c'était comme déficient. À un moment donné, le CRDS s'est comme adapté un petit peu à ça, puis ils se sont dit, OK, on va envoyer à tous les médecins de famille une confirmation de rendez-vous. Donc, à chaque fois, au bureau, on recevait un fax. Bonjour, Dr. Clément, votre patient X a eu un rendez-vous à orthopédie, telle date. Et là, après ça, les médecins de famille dans la région qui reçoivent déjà beaucoup de paperasse disaient, ben là, on ne peut pas recevoir un fax à chaque fois qu'on a une confirmation. À chaque fois qu'on a une confirmation, parce que c'est trop lourd pour nous autres de faire la paperasse. Fait qu'on a redemandé en tant que groupe, en tout cas c'était dans la région, de dire, ben, envoyez-nous pas les confirmations. Et ensuite, là, moi, je le connais moins encore une fois, ce système-là. Le CRDS s'est retourné de bord, puis je vais peut-être passer la parole à Karine pour l'expliquer un peu plus. Mais il y avait une méthode de suivi où il y a un programme de suivi des gestions des listes d'attente de nos patientes. Mais là, c'était géré, okay, pas à travers les demandes du CRDS ou pas dans notre dossier patient. C'est un autre site Internet qui nécessite un autre mot de passe, qui nécessite un autre nom d'utilisateur pour aller voir tel patient. Quand tu es en rendez-vous clinique, ils nous demandent de plus en plus d'avoir une efficience à travers nos visites médicales, d'ouvrir un autre, d'aller refaire de la donnée de recherche. On trouvait c'était lourd, fait que c'était non adapté. Fait que je peux passer peut-être la parole à Karine là-dessus, c'est que la gestion des listes d'attente et les outils qui ont été utilisés pour donner l'information, je trouve qu'elle était déficiente avec l'implantation. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Yes. Oui, OK. Excusez-moi, j'ai essayé de m'adapter puis de revenir en bonne et due forme. Donc, effectivement, pour tout le suivi des données, la communication avec les médecins omnipraticiens, on a en Montérégie là, déployé un système parallèle parce qu'il faut savoir que toutes les CRDS n'utilisent pas le même logiciel. C'est pas des logiciels qui sont harmonisés puis pas nécessairement intégrés là, avec tous d'autres systèmes. Donc, c'était effectivement compliqué. Puis, elle serait essayé de répondre à ce besoin-là. On avait développé un autre système parallèle qui était quand même connecté avec les données qu'on avait en CRDS, que les médecins de première ligne pouvaient voir l'état d'avancement du statut des patients qui sont en attente. On avait fait des groupes de discussion avec les OMNI, c'était quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme information et tout ça. Mais des enjeux technologiques là, de logiciels font en sorte que malheureusement, ça ne pouvait pas être déployé partout parce que c'était pas tous les mêmes logiciels. Donc, des enjeux aussi, là, certaines barrières là, à l'utilisation justement des données là, à ce niveau-là pour le suivi. Par contre, je peux peut-être ajouter là, que les CRDS ont développé chacun des outils, des tableaux de bord. D'autres ont été développés par le ministère. Peut-être ajouter que le ministère a mis en place pour l'amélioration continue un groupe de travail pour l'optimisation des trajectoires qui utilise les données pour identifier les goulots, trouver les causes, trouver des solutions aux enjeux là, dans chacune des trajectoires pour tenter d'améliorer l'accès. Donc, c'est quand même des travaux intéressants qui ont été mis en place. Puis, ça pourrait les données de CRDS pourraient éventuellement peut-être devenir aussi un outil intéressant, que ce soit pour la répartition des médecins spécialistes. Il y a déjà des méthodes de calcul qui existent, il y a des choses qui se font, mais est-ce que, dans le fond, ça pourrait faire partie des outils parce qu'on est capable de voir des données sur les rendez-vous, la disponibilité, l'offre et la demande, donc de voir qu'il manque d'accès dans une région, qu'il y en a plus dans d'autres. C'est déjà des sujets qu'on a abordés avec des médecins spécialistes en lien avec le CRDS pour essayer de voir, bon, est-ce qu'il y a plus de médecins qui pourraient aller dans telle région, d'autres là, donc d'avoir vraiment des répartitions, ça c'est quelque chose qui pourrait être aussi intéressant. Donc, mais les données sont quand même aussi déjà utilisées pour la révision des formulaires. Ça, c'est un côté quand même intéressant des données parce qu'on essaie d'améliorer le formulaire que les médecins omnipraticiens utilisent en les revisant. Donc, il y a des révisions ministérielles qui se font. Puis, on utilise ces données-là pour améliorer les formulaires. Donc, déjà, ça, c'est un point intéressant. C'est sûr qu'à partir du moment où on regarde des données là, qui n'existaient pas avant, on peut constater des incohérences dans les données. Ça, c'est certain. Puis après ça, on essaie d'améliorer nos façons de faire, nos façons de les réfléchir. Parce que le fait d'avoir des systèmes différents fait aussi en sorte que parfois, les données ne sont pas colligées de la même façon. Pour chacun des CRDS, je vous donne un exemple. Colliger des données sur une demande, une raison de consultation qui a un préalable, puis
là, on va dire, bon, est-ce que le préalable, c'est long de l'avoir, il y a des enjeux, est-ce qu'on retourne au médecin Omni pour lui demander de faire ce préalable-là? On revient, là, ça cause des délais. Ben, la donnée, dans le fond, sur le délai pour pouvoir donner faire la consultation, elle peut être plus longue. D'autres CRDS vont dire, ben, le préalable, on le fera pas, puis on va le donner directement au médecin spécialiste parce que lui, il dit que le préalable, il n'y en a pas nécessairement besoin. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont impacter dans la validité des données ou dans la comparaison, quand on va essayer de comparer les données. C'est des choses qui viennent influencer là, la compréhension de la donnée. Donc, il faut vraiment être attentif à ça et en être conscient parce que les données sont intéressantes, mais il faut être conscient de leurs limites dans l'utilisation qu'on en fait. Excellent, merci beaucoup, Karine. J'allais justement dire, là, il va falloir qu'on pense au prochain sujet. Vous êtes arrivé juste pile poil. Oui, Y a-t-il un petit dernier commentaire ou si ça va, on peut passer à la prochaine portion? Ça va, les panélistes? Excellent. Ça nous amène sur le troisième sujet, puis là, on va pouvoir rediscuter la plénière par la suite à la fin, là, mais troisième sujet, là, on a la PSS, CRDS comme, dans le fond, dans la complémentarité des outils. Puis ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que dans le fond, la littérature nous montre que les listes d'attente centralisées à date, toujours avec un contexte de priorisation, vont être utiles surtout pour les patients de haute priorité, donc les plus urgents, alors que les patients de priorité D et E, pour donner l'exemple dans notre CRDS, peuvent attendre des fois des années ou n'être jamais vus. Et donc, ce qui a été soulevé, entre autres par le patineur, est-ce qu'il y aurait des stratégies alternatives pour soigner en première ligne les patients à faible priorité plutôt que des orientés en spécialité pourrait être envisageable. Alors, sur ce, on s'en va vers nos résultats en ce sens-là et la discussion. Marie. Merci. Alors, oui, nos notes d'entrevue, en fait, proposent que l'implantation de la PSS-CRDS suggère qu'il y aurait moins d'échanges informels et moins d'occasions d'obtenir des conseils et donc de consultations entre médecins spécialistes et médecins de famille avec l'arrivée du nouveau système. Toutefois, la PSS-CRDS peut compenser un faible réseau de référence, notamment pour les nouveaux médecins, peut aussi servir pour aider la communication avec les patients afin d'expliquer le rationnel là, de la priorisation de la demande et l'attente probable à prévoir. Selon nos intervenants questionnés et les données disponibles aux gestionnaires au moment des entrevues, la PSS-CRDS n'atteindrait pas les cibles d'attente pour les patients de faible priorité clinique, comme noté dans d'autres programmes similaires. Ce qui implique un besoin de soutien en première ligne pour les médecins de famille. Alors, sur ce, j'aimerais vous demander comment mieux soutenir les médecins de première ligne, d'abord dans la décision de référence, mais aussi dans l'optimisation des soins en première ligne, notamment pour les patients référés selon une faible priorité. Et comment favoriser l'arrimage de la PSS-CRDS avec d'autres mécanismes de gestion de l'attente et de l'accès pour les patients. En fait, Marie, j'ai peut-être deux exemples, si tu veux, Karine, avant, juste parce que ça va, je vais leur diriger vers toi parce que je pense à quelque chose. Okay, dans les deux, quand on a parlé des mécanismes, là, on dit que ça peut être problématique pour les hauts débits versus ceux qui sont longs. Si je pense au débit, ceux qui sont vus en dedans d'un mois, tantôt tu montrais, Marie, comme exemple, tendinopathie de la coiffe avec rupture suspectée, c'est-à-dire le gars qui est tombé en bas d'une échelle de 6 pieds, tombé sur son épaule pour lequel on évalue, puis on se dit, hey, il y a probablement une rupture partielle. Il faut qu'il soit vu en dedans d'un mois. On coche ça, ça prend un IRM de l'épaule. Un IRM de l'épaule, Marie, ici, ça prend 3 mois à avoir. Donc, il y avait déjà des discordances à travers ça. Je sais que le PSS-CRDS a décidé d'essayer d'arrimer ça, mais c'est difficile. Des fois, les temps ne sont pas respectés à travers de ça, fait qu'on pourrait peut-être avoir du support là-dessus. L'autre affaire, c'est qu'avant, on appelait l'orthopédiste, puis on le sait que pour une déchirure de la coiffe chez quelqu'un en bas de 50 ans, par exemple, qui s'est rupturé, qu'il faut la rattacher, mais il y a un certain temps qu'on peut les rattacher, ces coiffes-là. Fait que, avant, on appelait l'orthopédiste. Gars, écoute, moi, je suis en externe, je suis un médecin de famille, je n'ai pas accès à un IRM avant 3 mois ou à un écho de surface. Toi, peux-tu le voir, puis tu demanderas l'IRM, parce que quand tu es en extra-hospitalier, puis quand tu es à l'hôpital, l'IRM, tu l'as dans les semaines ou dans le mois à venir. C'est plus facile pour un deuxième ligne d'avoir son imagerie associée. Bref, avant, on pouvait faire ça. À cette heure, vu que la PSS-CRDS est là, on ne peut plus faire ce genre d'arrangement-là, ou plus ou moins.
Maintenant, qu'est-ce qui est problématique sur le terrain? C'est les E. OK? Encore une fois, puis là, on va parler de quelque chose que peut-être que Karine, je veux qu'elle élabore sur le e-consult, mais avant qu'on demande une consultation en spécialité qui dénote un E, mettons qu'on parle d'un problème de peau, bien, c'est parce que ça fait déjà 3 mois que j'essaye une petite crème. Puis après, l'autre 3e mois, j'ai essayé une autre petite crème. Puis après ça, bien, j'ai rajouté une crème plus forte. Puis là, je demande de voir une problématique qui va prendre 12 mois. Mais là, je ne sais plus quelle crème mettre là-dessus. Ou je peux pousser un peu plus pour en mettre une plus forte. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Comme maintenant, on a tous nos niveaux de connaissances en tant que médecin de famille dans chacun de nos domaines respectifs. Fait que là, ils ont décidé de mettre le e-console là-dedans que je trouve super intéressant, mais encore une fois, il aurait pu peut-être l'arrimer avec le CRDS pour être sûr qu'on puisse mieux gérer les patients. Parce que pendant ce temps-là, on attend des réponses, et les patients reviennent nous voir pareil parce qu'ils nous disent ta crème, elle ne fonctionne pas, je sais, mais je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que je voulais que Karine élabore un petit peu plus sur le e-console. Même moi, on vient de se le faire envoyer. Il y a des choses, je pense qu'il est sous-utilisé présentement. Je pense que c'est un bon outil. Okay? Honnêtement, l'idée en arrière de ça, d'avoir des consultations pour nous aider, elle est bonne. Mais comment l'arrimer comme il faut, c'est là ma question. Karine? Oui, mais je pense que tu as raison, Jean-François. Le e-consult, c'est un super beau projet qui peut aider justement à diminuer toutes les listes d'attente pour les E, parce que souvent le médecin, il y a une question qui pourrait éviter avec une réponse, qui pourrait éviter la consultation. Fait que c'est un super beau projet qui commence en démarrage au Québec. On a commencé les déploiements là, avec des projets pilotes et tout ça là, qui ont été faits par le ministère. En Montérégie même, on a commencé le déploiement au mois de juillet-août environ. Les autres régions sont aussi graduellement en train de se déployer. Donc, ça va être quelque chose de très intéressant. J'ai hâte de voir les impacts sur les listes d'attente pour les E particulièrement là, au niveau du CRDS. C'est sûr qu'au niveau technologique, l'arrimage, je pense qu'il est en train d'être réfléchi au niveau du ministère. Je ne peux pas m'avancer trop là-dessus, mais ils y ont pensé. Je sais que pour faire partie de certaines rencontres là, où est-ce qu'ils parlent du déploiement, là, il y a des travaux qui se font à cet effet-là, qu'il y a des réflexions, des choses qui s'en viennent, ça c'est certain. Moi, j'aimerais peut-être juste ajouter pour mieux soutenir les médecins en première ligne, moi je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une gouvernance forte et importante entre les gestionnaires, les parties prenantes, que tous les omnipraticiens, il faut qu'ils soient impliqués dans les décisions, dans les réflexions pour optimiser les façons de faire, parce qu'on nomme des enjeux, on les vit sur le terrain, mais d'un autre côté, il faut que tout le monde en puisse s'en parler. Donc, ça prend des médecins responsables, des médecins répondants qui ont un rôle clair. Ça prend des médecins répondants aussi que leur rôle est très clair. Impliquer les parties prenantes, on parle des omnipraticiens, les spécialistes, les DSP, les gestionnaires. Il faut qu'il y ait un moment pour pouvoir s'asseoir ensemble. Ça, c'est prévu dans le cadre de référence du CRDS, qui est des comités stratégiques où est-ce qu'ils vont s'asseoir ensemble puis qu'ils vont réfléchir pour améliorer le fonctionnement, mais impliquer les médecins de première ligne pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment ils veulent mieux fonctionner. Puis ça permet de donner un sens aux données. On parlait de données tout à l'heure, puis de faire parler cliniquement les données. Donc ça, c'est super important aussi. Parce qu'on sait qu'il y a des... le CRDS n'est pas intégré partout non plus. Là. Il y a des corridors parallèles. Il y a des médecins omnipraticiens qui continuent d'utiliser leurs anciens fonctionnements avec un médecin spécialiste qui est dans leur GMF, qui est là, il est juste à côté. Pourquoi je ne continuerais pas d'y envoyer directement ma demande de consultation versus passer au CRDS ou est-ce que je vais peut-être attendre plus longtemps pour mon patient? Fait que ça, c'est sûr que je pense que c'est un point important. Mais pour soutenir les médecins de première ligne aussi, développer des outils d'aide à la décision clinique. Ça peut être des choses que j'ai entendu souvent des médecins de première ligne pouvoir dire que c'est intéressant. La Rhumato l'avait fait dans le déploiement du CRDS. Il nous avait fourni un document avec des aides à la décision pour les médecins omnipraticiens. Donc, ça, c'était aussi intéressant. Puis, les formulaires, je l'ai souvent entendu, les formulaires jouent partiellement un rôle aussi de soutien aux médecins en première ligne parce qu'il y a quand même des indications de priorité sur les raisons de consultation. Il y a aussi des prérequis. Donc, ça vient aussi soutenir les médecins de première ligne. Excellent, merci Karine. Right on time. Docteur Beauséjour, vouliez-vous ajouter un petit quelque chose avant qu'on passe à la plénière? Non. Richard, est-ce que tu souhaitais intervenir sur ce point également? C'est toujours, juste une seconde là-dessus, c'est
Premièrement, c'est le processus de décision aussi, qui n'est pas toujours discuté. Comment on arrive à référer un patient et pourquoi. La prise de décision médicale, là, ça, c'est pas une science exacte. Okay? Donc, des fois, on n'est pas sûr du diagnostic, on place quelqu'un dans une liste et ce patient-là a peut-être été très longtemps sur une liste pour un diagnostic pour lequel on n'était pas vraiment sûr. Et puisqu'on ne parle plus avec le spécialiste, on a perdu cette richesse-là d'informations. Exemple, envoie-moi-le de façon plus urgente. Ou, OK, ça peut attendre plus longtemps. Ne t'inquiète pas, fais ci, ça, et Consult va sûrement pouvoir être utile de ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir que lorsqu'on coche... L'autre chose aussi, c'est que durant la COVID, il y a beaucoup de patients qui ont poiraté sur des listes d'attente, évidemment, pour plein d'affaires. Et ça a augmenté la charge cognitive et émotionnelle des médecins de famille qui viennent les voir où est-ce que je suis sur sa liste d'attente, qui est où le spécialiste. Et ça a sûrement augmenté les consultations à l'urgence pour des patients qui attendent pour des maladies chroniques, pas nécessairement qui menacent la vie, mais peut-être au long cours. Donc, c'est quelque chose à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est une bonne question pour le design thinking. Quoi faire pour les cas moins prioritaires, des milliers de personnes? Quel genre d'équipe? Comment résoudre ce problème-là? C'est vraiment important. Il y a une opportunité. Merci, Richard. Donc, si je vous ai bien compris, il n'y a peut-être pas lieu de revenir à l'utilisation de la fameuse feuille jaune. On souhaite continuer à construire sur la PSS-CRDS, notamment parce qu'il nous permet de connaître la demande, de mieux chiffrer l'offre régionale disponible et d'améliorer de façon générale l'équité d'accès en fonction du besoin clinique manifesté. Si je vous ai bien entendu, vous proposez également certaines recommandations générales pour l'amélioration de la PSS-CRDS, notamment de s'assurer d'un meilleur monitoring et une utilisation des résultats de suivi, de mieux soutenir la première ligne dans la prise de décision et le conseil numérique peut être un élément de solution ici, et de même que dans la prise en charge des patients. Alors, Karine, tu nous as parlé d'amélioration de l'offre de services en première ligne pour certaines trajectoires qui manquent de fluidité. Alors, certainement, c'est un élément à travailler intensément. En ce qui concerne la recherche, on peut dire que les travaux qu'on a discutés aujourd'hui contribuent à la littérature émergente sur les listes d'attente centralisées, notamment pour mieux comprendre le fonctionnement de ce type de modèle dans différents contextes. Et pour nous, équipe de recherche, nous poursuivons nos efforts prochainement au niveau de l'analyse des effets de la PSS-CRDS et de l'atteinte des cibles selon les modèles d'implantation et les contextes régionaux. J'aimerais en terminant remercier chaleureusement Réseau 1 Québec de son accueil aujourd'hui pour la présentation de nos travaux, de même que pour le financement octroyé, de même que le Centre de recherche Charlemagne, tous les participants à la recherche, nos panélistes avec nous aujourd'hui, vous-même, chers participants, et les rappels UDM, UDS et ULaval pour leur soutien dans le déploiement de ce projet. La présentation est ouverte à vos questions. Donc, bienvenue tout le monde. Je ne crois pas qu'on voit bien mes choses. Je vais... Et voilà, là, ça fonctionne. Bon, donc, excusez-moi pour ce petit accueil. Donc, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup aux présentateurs. Juste avant de passer à la période de questions, je veux rappeler aux personnes qui sont présentes, à tous les spectateurs, que vous pouvez toujours poser vos questions. N'hésitez pas à écrire dans la boîte de questions ou lever la main pour pouvoir intervenir directement avec nos panélistes. Donc, merci beaucoup à tous les présentateurs présents aujourd'hui. C'était vraiment excessivement intéressant. On sait que l'implantation, le développement d'innovation
en contexte réel, c'est difficile. Et aujourd'hui, vous avez eu des confrontations directement devant nous, ce qui était vraiment intéressant. En tout cas, pour moi, c'était super intéressant. Donc, on sait que les limites, ça s'améliore pas ou ça se dépasse pas sans avoir des conversations difficiles, des fois, sur les écueils de ce qu'on essaie de faire. Donc, c'était vraiment un bel exemple. Je vous remercie beaucoup pour votre ouverture, puis surtout l'absence de langue de bois là, des intervenants. Vous êtes allé direct avec ce que vous pensiez, puis comment vous l'avez vécu. J'ai adoré ça, donc merci beaucoup. J'ai une première question. C'est peut-être pour présentement ou peut-être pour les étapes qui suivent, mais justement, dans l'implantation ou le développement d'une innovation clinique en contexte réel, il y a toujours des facteurs confondants, des facteurs difficiles à contrôler. Je veux savoir un peu comment ça s'est passé pour vous avec l'arrivée de la pandémie. Donc, c'est direct, vous ne pouvez pas être plus impacté par ce qui s'est passé. Donc, comment ça s'est déroulé pour être capable de contrôler pour cette problématique-là sur l'amélioration de l'accès, par exemple, ou sur l'amélioration des listes d'attente? Comment vous avez été capable de voir l'effet réel sans l'effet ou en contrôlant l'effet peut-être de la pandémie? J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, peut-être juste une réponse rapide, peut-être au niveau méthodologique là, sur le projet de recherche. Alors, l'ensemble des entrevues, en fait, ont été réalisées et le protocole a été un petit peu interrompu finalement par l'arrivée de la pandémie. Donc, notre collecte de données sur les perspectives des gestionnaires et les perspectives des médecins de famille utilisateurs du CRDS ont eu lieu avant l'arrivée de la pandémie. Ce qu'on peut dire par ailleurs d'un point de vue théorique, c'est que la chance qu'on a d'avoir un système qui, à tout le moins, offre une priorisation de la demande de services devrait permettre de ne pas échapper, à tout le moins, les cas urgents et les priorités B devraient être, on a cette possibilité de les identifier par opposition à un système du premier arrivé, premier servi, là où on ne peut pas tenir compte de cette priorisation-là dans l'allocation des services. Mais il est certain que à la fois l'offre et la demande de services ont été grandement perturbées là, par la période pandémique. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas si habituellement on passe à une autre question, mais est-ce qu'il y a un panéliste qui voulait peut-être intervenir sur cette question-là où ça va? Donc, je passerai la parole à... Ah oui, allez-y, Dr. Clément, il n'y a pas de problème. Juste pour dire que c'est vrai que sur le terrain, il y a eu des différences avec la pandémie, puis on va le voir, on va le dénoter, mais dans une autre étude, plus pour l'accès au guichet, en fait, au niveau des soins en santé mentale, on sait que la pandémie a eu un effet sur la santé mentale des gens. Ça va être discuté dans un autre projet de recherche un petit peu plus sur l'accessibilité au CRDS en psychiatrie et les façons d'y aller. Fait que ça, c'était plus facile à essayer d'aller voir là-dessus et de mesurer l'effet. Parfait, merci. Je passerai la parole à Pamela qui va également vous poser une question. Oui, on avait une question du public. Vous n'avez pas vraiment parlé des spécialistes qui ne font pas partie encore du CRDS. Donc, on voulait savoir un peu votre opinion avec ces spécialistes-là qui ne font pas partie du système, quoi faire comme médecin praticien sans avoir une tonne de paperasse pour savoir qui fait partie du CRDS, qui ne fait pas partie, puis comment faire nos références sans avoir beaucoup plus de paperasse, dans le fond. Là. Karine, comment ça a été géré en Montérégie? Ben, en fait, effectivement, on ne peut pas être contre ça. Là. Actuellement, les médecins spécialistes n'ont pas d'obligation de s'inscrire au CRDS et de donner de l'offre au CRDS. Donc, ça a été discuté. Souvent, il y a des réflexions qui se font avec les médecins répondants pour voir, essayer de parler avec son spécialiste. Est-ce qu'il manque de l'offre ou il n'en manque pas? Parce que il y a un médecin répondant, en fait, pour chacune des spécialités dans les 26 spécialités. Donc, ce médecin répondant-là peut regarder là, avec l'équipe, est-ce qu'il y a assez d'offres pour la demande, puis là, regarder les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a besoin d'aller en chercher plus, essayer de solliciter certains médecins spécialistes à dire, est-ce qu'on est capable d'en offrir un peu plus, mais ils n'ont pas d'obligation. C'est vraiment d'essayer de les convaincre d'en donner. Là. Merci pour la réponse.
Puis aller, Dr. Clément. Oui, c'est ça, c'est que, tu sais, au début, parce que la phase, c'est que les règlements ont été tard à avoir, mais tu sais, grosso modo, tu ne peux pas retourner un patient. Tu sais, dans le CRDS, tu peux faire une référence nominative, OK? Fait que donc, si le patient, il y a 4 ans, il avait vu Dr. X, tu pouvais faire une référence nominative en disant, mais ça n'a pas d'allure que je l'envoie sur le CRDS puis qu'il voit n'importe qui. Il est connu de 4 ans, malgré que son problème est récidive, puis il ne nécessitait pas de soins de suivi. Fait que le CRDS, au début, là, tu marquais le nominatif, s'il vous plaît, Dr. X en gynécologie, pour dire quelque chose. Un mois plus tard, tu recevais « Ah, désolé, Dr. X n'est pas participant. Veuillez refaire une demande. » Puis ça, c'était extrêmement frustrant sur le terrain parce que là, tu perdais un temps parce que toi, tu ne savais pas si le Dr. X était participant ou non. Mais depuis quelques temps, il me semble, si ma mémoire est bonne, puis Karine peut me corriger, là, la demande du CRDS à Dr. X est comme évaluée, puis si elle est non participant, elle est envoyée directement à Dr. X sans nous envoyer, en faisant simplement nous notifier qu'il n'est pas participant au CRDS, mais qu'au moins, on n'ait pas à gérer un retour d'appel pour refaire une demande. Tu sais, la trajectoire est juste coupée. Ben, désolé, on va vous l'envoyer directement au bureau de Dr. X. Fait que ça, c'était plus simplifié pour les médecins de famille, mais ça a pris du temps avant que ça soit implanté. Oui, je peux pas valider. Oh. On va, allez-y, Madame Sauvé, puis après ça, on va aller à Dr. Fleet. En fait, je ne peux pas valider la consigne, là. Je sais que quand le ministère regarde c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui se passe, il parle quand même aussi, il y a des rétroactions beaucoup qui se font avec les CRDS. Puis quand il y a des enjeux comme ça, là, on essaie de les aborder puis de trouver des solutions dans la trajectoire. Donc, probablement que ça a dû être discuté là, à ce moment-là, mais n'étant pas au ministère, là, je peux pas compléter, Jean-François. Dr. Fleet, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, en fait, pour faire du pouce sur ce que Dr. Clément a dit, je ne sais pas si les citoyens, les patients qui font partie de Réseau 1, là, ceux qui sont en ligne, ont réalisé en fait que, en réalité, là, avec tout ça, vous avez comme pas nécessairement le choix de la personne que vous allez voir en spécialité. Vous avez perdu potentiellement ce droit fondamental-là. Parler de ça à des Américains qui, dans une discussion d'un système universel, puis le système américain n'est pas parfait, mais ils vont vous dire, une des affaires qu'on ne veut pas, c'est de perdre le pouvoir de décider avec qui je veux établir ma relation thérapeutique, les soins qu'on a. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant et ça mérite vraiment une bonne discussion. À mon point de vue, là, ça, c'est quelque chose que j'ai appris là, dans les derniers jours. Là. De facto, tu perds presque. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens, des spécialistes qui ne s'inscrivent pas, justement, pour garder ce lien-là avec les patients. Mais ça, c'est vraiment un blind spot. Là. Merci. Encore une fois, c'est les détails de votre ouverture, d'accueillir des gens, puis d'accueillir les commentaires, même qui sont un peu à côté pour essayer d'améliorer ce que vous tentez d'implanter en ce moment. Ça nous amène à notre dernière question. Donc, on est un peu à court de temps, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues par vos échanges. Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là. Donc, déjà, vous avez des messages des personnes présentes aujourd'hui qui vous félicitent pour la belle présentation, puis le détail aussi des discussions. On a une question sur l'après de ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui est prévu en ce moment pour la phase 2 ou la phase, je ne sais pas à laquelle vous êtes rendu, mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur là, par rapport à ce projet-là? Merci. Oui, bien, au niveau, en fait, le premier volet visait vraiment d'essayer de comprendre les circonstances de l'implantation du CRDS et ses conséquences sur l'utilisation de ce nouveau programme. Nos prochains intérêts, en fait, c'est de se questionner sur les effets, à la fois sur les patients, sur le système et sur les professionnels. Engendré par l'utilisation du programme APSS-CRDS, donc dans quelle mesure on est capable d'atteindre les cibles et de détecter aussi Karine parlait de goulots dans les trajectoires, Jean-François également, donc d'essayer de voir en fait quels sont les éléments dans cette trajectoire qui introduisent peut-être des retards dans la prise en charge des patients
ou qui compliquent l'allocation des rendez-vous. On a la chance de continuer la conversation, en fait, avec le comité du ministère mandaté pour la fluidification des trajectoires pour s'intéresser de façon particulière à l'offre de services et à la gestion de la demande dans des secteurs de la santé qui sont particulièrement fragmentés ou qui rencontrent différentes difficultés de fluidification, notamment en santé musculo-squelettique et en santé mentale. Donc, des projets sont en cours là, en continuité sur ces deux secteurs principalement. Merci beaucoup pour votre réponse. Ça clôt bien la présentation aujourd'hui vers un regard vers l'avenir par rapport à ce qui s'en vient sur cette innovation-là. Donc, je veux remercier chaleureusement les présentateurs aujourd'hui qui étaient là pour nous présenter leurs résultats par rapport à cet appel, à ce développement d'innovation et cette implantation en milieu réel. Juste avant que vous nous quittiez, tout le monde, oups, je vais passer à l'autre. Je vais vous annoncer notre prochain webinaire, optimiser la téléconsultation en GMFU, comment s'y prendre, par Dr Arsenault, Dr Lucier et professeur Mollusky, qui aura lieu très bientôt, le 10 décembre. On veut également vous rappeler que tous nos webinaires sont enregistrés et disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous y rendre en recherchant Réseau 1 Québec, vous trouverez tous nos webinaires. Et surtout, si vous n'êtes pas membre, donc devenez membre, on a besoin de vous avoir dans notre réseau de membres. Je vous remercie, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux et on se revoit, je l'espère, le 10 décembre. Au revoir.